Pas d'adieu grandiloquent. Pas de départ fracassant. Juste le vide. Un jour, il était là, les mains plongées sous le capot rouillé d'une auto, ses gants orange vif défiant la crasse. Le lendemain, il s'était volatilisé. Pendant plus d'une décennie, Ed Sheehan incarna le génie discret qui insufflait une âme singulière à l'émission Wheeler Dealer. Sa disparition inattendue de l'antenne ne surprit pas seulement les fidèles, elle révéla une histoire bien plus complexe. Que s'est-il réellement passé lorsqu'Ed a tourné le dos au programme qu'il avait tant contribué à bâtir? Était-ce une divergence artistique, une raison personnelle ou une toile plus complexe? Revenons sur les fondations, pièce par pièce, pour dévoiler la vérité derrière l'une des ruptures les plus débattues de l'histoire de la télévision automobile. Des idées gênantes et des mains audacieuses ou les racines d'un inventeur. Avant qu'Ed Sheehan ne devienne un nom incontournable du monde motorisé, avant même l'aura télévisuelle et ses célèbres gants orange, il n'était qu'un jeune homme dont l'esprit bouillonnait d'idées et les mains refusaient l'immobilité. Né le 9 mai 1971 à Londres et ayant grandi dans la paisible banlieue du Surrey, Ed évolua au milieu des moteurs, des engrenages et des interrogations. Il n'était pas de ceux qui acceptent les choses telles quelles. Si un objet se mouvait, il voulait en percer le secret. S'il restait inerte, il en cherchait la raison. Très tôt, le monde de la mécanique l'attira. Mais ce n'était pas seulement les boulons et les rouages qui le fascinaient, c'était le potentiel latent, la capacité à tout réinventer, détourner ou transformer radicalement. Cette quête le mena à étudier le design de produits d'ingénierie à la South Bank University de Londres. Alors que ses camarades se pliaient à des projets convenus, Ed, lui, visait l'étonnement. Son premier coup d'éclat prit la forme d'un objet improbable sur la route, un canapé de salon. Mais ce n'était pas un simple meuble, c'était un véhicule motorisé homologué, baptisé le Casual Lofa, équipé d'un système de direction, de roues et d'une plaque d'immatriculation. Ce canapé mobile, aussi fonctionnel qu'absurde, captait tous les regards et lançait des conversations. Surtout, il prouvait une vérité fondamentale sur Ed, il ne se contentait pas de réparer des machines, il les métamorphosait. Le succès du Casual Lofa ne fut pas un éclair isolé, il jeta les bases de la première entreprise d'Ed. En mars 1999, il lança Comfy Banana Limited, une société dédiée à la création de machines motorisées aussi fantasques qu'efficaces. Du cabanon le plus rapide au chariot de supermarché géant motorisé, les créations d'Ed étaient à la fois ludiques et impressionnantes. Il ne jouait pas avec des véhicules, il les redéfinissait. Chaque projet lui apporta une couverture médiatique, des records homologués par le Guinness et un public grandissant, sidéré par son ingéniosité. Malgré cette notoriété naissante, Ed resta ancré dans l'atelier. Il ouvrit un centre de contrôle technique et de réparation à Bracknell, nommé Grease Junkie, où il ne se contentait pas de réparer des voitures, il continuait d'expérimenter. Ce garage n'était pas qu'un lieu de vidange ou de réglage de suspension, c'était un laboratoire d'innovation mécanique. Les conducteurs venaient de tout le Berkshire, et certains repartaient avec plus qu'un véhicule réparé. Ils repartaient avec une histoire. Puis, en 2003, des producteurs de télévision cherchaient une nouvelle formule, un concept capable de fusionner le charme du marché de l'occasion avec la technicité des véritables réparations. C'est ainsi que naquit Wheeler Dealer. Le principe était simple, acheter des voitures classiques, les restaurer, et les revendre avec profit. Mais sa concrétisation exigeait l'union de deux personnalités distinctes. Mike Brough, un négociant dynamique et débrouillard, s'occupait des transactions. Il fallait à ses côtés quelqu'un pour incarner la dimension mécanique, quelqu'un capable de ressusciter une épave, quelqu'un comme Ed. Dès le premier épisode, la magie opéra. Ed ne se contentait pas de réparer des voitures, il les expliquait. Il guidait les téléspectateurs à travers des étriers de freins grippés, des embrayages défaillants ou des pannes électriques avec patience et clarté. Son approche méthodique, associée à l'énergie débordante de Mike, créait un équilibre rafraîchissant et authentique. Il n'y avait pas de drame scénarisé ou de tensions exagérées, juste deux passionnés aux compétences complémentaires résolvant de vrais problèmes en temps réel. Au fil des saisons, l'émission séduisit un public toujours plus vaste. Ce n'étaient plus seulement les passionnés de mécanique qui regardaient. Les parents la visionnaient avec leurs enfants, les bricoleurs prenaient des notes, des gens qui n'avaient jamais tenu une clé à molette commençaient à croire qu'ils pouvaient réparer leur propre véhicule. Et cette confiance, cette accessibilité, on la devait en grande partie à Ed. Il ralentissait le chaos, il rendait les machines moins intimidantes, il enseignait sans jamais donner de leçons. Au milieu des années 2000, Wheeler Dealer était devenu un succès discret mais retentissant, diffusé sur plusieurs continents et traduit en plusieurs langues. Mais au fond de son cœur,
la magie provenait toujours d'un garage, d'une caméra et d'un homme qui avait un jour décidé qu'un canapé devait avoir des roues. Le voyage ne faisait que commencer, mais l'âme de l'émission était déjà forgée dans un esprit de curiosité, d'ingéniosité et d'un refus catégorique des raccourcis. La pression croissante, quand le succès assombrit la vision. Le succès, paradoxalement, a cette étrange capacité à tout transfigurer. Ce qui débute comme un projet passionnel dans un humble garage britannique peut, en quelques années à peine, se muer en une franchise télévisuelle planétaire. C'est précisément le destin de Wheeler Dealer. Au fil des saisons, le programme, d'abord un favori confidentiel, devint un phénomène international, retransmis dans plus de 100 pays. Mais avec cette expansion vinrent de nouvelles attentes, des contraintes inédites, et une mutation insidieuse de son essence. Alors que la série atteignait sa 9e saison, une décision capitale fut prise, la production déménagerait en Californie. Sur le papier, le choix semblait irréfutable. Les États-Unis offraient un trésor de véhicules classiques, une culture de la restauration florissante et un public immense avide de nouveaux épisodes. Ce déménagement promettait également un climat plus clément, des ateliers plus vastes et un accès facilité à une diversité impressionnante de véhicules. Pour les producteurs et la chaîne, c'était une progression. Mais pour Ed Sheeran, ce fut, silencieusement, le prélude à autre chose. Un lent éloignement de ce qui donnait à l'émission tout son sens. Le nouvel environnement américain répondait à toutes les exigences de la production, visuellement impeccable, regorgeant de voitures de haute performance, taillées pour un public élargi. Les muscles Cars trônaient dans tous les recoins de l'atelier. Les caméras tournaient dès l'aube et ne s'arrêtaient qu'à la tombée de la nuit. Les échéances étaient plus serrées, les budgets plus généreux, et les partenariats commerciaux commençaient à dicter ce qui apparaissait ou non à l'écran. Au début, tout cela ressemblait à un rêve, des coffres à outils rutilants, plus haut qu'Ed lui-même, un budget pièces détaché en hausse, et toutes les ressources qu'un mécanicien pouvait espérer. Mais en coulisses, le rythme était frénétique. Les épisodes devaient être tournés plus rapidement, les réparations expédiées. Ce qui autrefois prenait 10 minutes à l'écran se retrouvait désormais compressé en une séquence de 90 secondes. Un démontage complet de moteurs réduit à quelques plans accélérés et une voix off. Ce qui faisait battre le cœur de l'émission, les séquences en atelier, étaient peu à peu sacrifiées au profit d'un format plus court et plus clinquant. Ed remarqua immédiatement la différence. Les séquences qui lui laissaient jadis le temps d'expliquer, d'enseigner, de créer du lien, devenaient plus lisses, plus rapides, à ses yeux, plus creuses. Il fit part de ses inquiétudes. Il demanda, parfois supplia, qu'on lui accorde plus de temps pour les réparations, plus d'espace pour expliquer le pourquoi derrière le comment. Il tourna des gros plans supplémentaires après les heures de tournage, espérant qu'ils seraient gardés au montage. Beaucoup furent écartés. Il restait plus tard que nécessaire, ajustant les choses non pas pour les caméras, mais pour les téléspectateurs qui, encore, mettaient sur pause, revenaient en arrière et apprenaient. Pour Ed, il ne s'agissait pas de temps d'antenne, il s'agissait de valeur. Il avait bâti son identité sur la transparence, sur l'idée de guider les gens à travers de vraies réparations en temps réel. Il n'était pas un acteur passionné de mécanique, c'était un ingénieur qui, par hasard, se retrouvait à la télévision. Et dans ce nouveau système, cette identité se diluait peu à peu, plan après plan. Mike Brewer se retrouva dans une position délicate. Toujours pragmatique, il tenta de ménager la chèvre et le chou. Il savait que l'émission devait évoluer pour survivre dans un paysage médiatique en mutation rapide. Il savait aussi à quel point l'authenticité d'Ed était essentielle à l'héritage de la série. Il fit de son mieux pour naviguer entre les exigences de l'équipe de production et les inquiétudes croissantes de son co-animateur. Mais la tension était là, croissante comme la pression dans un cylindre scellé. Même les téléspectateurs commencèrent à le ressentir. En ligne, les fans fidèles posaient des questions. Pourquoi les réparations étaient-elles si courtes? Où étaient passés les démontages de boîtes de vitesse? Pourquoi tout semblait-il si précipité? La réponse, bien sûr, c'était le temps. Les producteurs voulaient plus de contenu, plus vite. Les sponsors voulaient des livrables. La chaîne voulait de la croissance. Dans cette équation, la nuance devenait un luxe, et c'était un luxe qu'Ed ne pouvait ignorer. Le point de rupture ne fut pas un clash explosif ou une confrontation théâtrale. Ce fut une accumulation de 1000 petites décisions qui, tout ensemble, disaient à Ed que l'émission n'était plus celle qu'il avait rejointe. Il commença à envisager ses options, à se questionner sur sa place dans ce nouveau format, à se demander s'il était encore possible de faire le travail qu'il aimait sans compromis. Il ne le savait pas encore, mais la rupture approchait,
Et quand elle viendrait, ce ne serait pas dans un fracas, mais dans un adieu discret et maîtrisé qui ferait pourtant trembler tout le monde de l'automobile télévisée. L'onde de choc, une vidéo fait tout basculer. Le dénouement n'a pas débuté par une conférence de presse ou un épisode final dramatique. Aucune parole d'adieu dans le dernier segment, aucune allusion glissée au détour d'une phrase. En mars 2017, Wheeler Dealer était diffusé comme à l'accoutumée, avec Ed Sheeran à l'établi, remplaçant calmement une pièce défectueuse avec la précision et le soin que les fans lui reconnaissaient. Mais en coulisses, l'irréversible s'était déjà accompli. Le 21 mars, Ed publia une vidéo de 6 minutes sur sa chaîne YouTube personnelle. Le titre était limpide, I'm Leaving Wheeler Dealer. Le ton était mesuré, la diction calme, mais le message, lui, était tout sauf anodin. Assis à un bureau ordinaire, le regard franc, les gants orange à portée de main, Ed exposa sa décision non comme un caprice, mais comme un choix de principe. L'émission, expliqua-t-il, était en train de changer, et pas dans une direction qu'il pouvait cautionner. Selon lui, la chaîne souhaitait réduire l'espace alloué aux séquences en atelier. Les réparations, le cœur technique du programme, étaient raccourcis, voire purement et simplement supprimés, au nom de l'efficacité. Pour certains, cela pouvait paraître anodin, mais pour Ed, qui avait bâti sa réputation sur la pédagogie et la transparence, cette évolution menaçait tout ce qu'il chérissait, l'artisanat, la méthode, l'intégrité. Tout était en jeu. Je ne pouvais tout simplement plus continuer, déclara-t-il, non avec colère, mais avec une certitude tranquille. Il exprima sa gratitude envers les fans, envers Mike Brewer et même envers la chaîne, mais sous la politesse, le poids du moment était palpable. Ed avait tracé une ligne, il préférait partir que de compromettre la qualité de son travail. La réaction fut instantanée. En quelques heures, la vidéo comptait déjà des centaines de milliers de vues. À la fin de la journée, elle circulait sur les forums automobiles, les groupes Facebook et les pages de fans à travers le monde. En quelques jours, elle atteignit des millions de vues et des milliers de commentaires. Les internautes en citaient des extraits, partageaient leurs émotions, spéculaient. Pour beaucoup, c'était la fin d'une époque. Ed Sheeran avait toujours été la constante rassurante, celui qui expliquait sans condescendance, qui ne précipitait rien. Son départ laissait un vide et beaucoup de questions. Malheureusement, ce qui suivit ne fut pas qu'un deuil, ce fut le chaos. Bien qu'Ed ait pris soin de ne blâmer personne, une partie du public reporta sa frustration sur Mike Brewer. Les accusations commencèrent à pleuvoir. Mike n'aurait pas assez lutté pour garder Ed, il aurait pris le parti de la chaîne, il aurait laissé l'âme de l'émission lui échapper. Souvent infondées, ces critiques se propagèrent rapidement. Certains messages franchirent les limites, bien au-delà de la critique. Des attaques personnelles inondèrent la messagerie de Mike, certains commentaires impliquaient même sa famille. Ce qui n'était au départ qu'une déception de fans avait viré à quelque chose de plus sombre. Mike réagit finalement lors d'un podcast. Ses mots furent directs, il n'y a pas eu de dispute, pas de conflit, pas de drame. Un gars a quitté son boulot, c'est tout. Selon lui, Ed avait simplement décidé de suivre sa propre voie. Il ajouta, sans amertume, que si Ed avait critiqué publiquement la direction prise par l'émission, lui-même avait choisi de ne pas répondre dans le même ton. Au cours de cet entretien, Mike révéla que la dernière fois qu'il avait vu Ed, c'était dans un bar d'hôtel à Paris. Ils avaient bu quelques verres, ri, puis s'étaient séparés en bons termes. Mais après la publication de la vidéo et la tempête médiatique qui s'ensuivit, le contact fut rompu. La polémique avait laissé des traces. Constatant l'ampleur de la situation, Ed publia une seconde vidéo 6 jours plus tard. Cette fois, il ne parlait pas de l'émission, mais de Mike. Il condamna les attaques qu'avait subies son ancien collègue, affirmant clairement que personne ne méritait de recevoir menaces ou messages haineux. Il rappela que Wheeler Dealer avait toujours été un travail d'équipe et que Mike n'avait aucun contrôle sur les décisions éditoriales du réseau. Ce fut un geste noble, destiné à apaiser les tensions, mais à ce stade, la fracture au sein de la communauté était déjà bien installée. L'émission devait continuer, et elle le fit sans aide. En 2018, un nouveau visage fit son entrée dans l'atelier, Ant Anstead, ancien policier devenu mécanicien de talent. Ant apporta son propre style, rapide, sympathique, compétent. Mais ce n'était pas Ed, et il ne prétendit jamais l'être. Il hérita non seulement d'un rôle, mais du poids des attentes. Chaque scène, chaque boulon serré était comparé à l'héritage de son prédécesseur. Pourtant, les roues continuèrent de tourner, les lumières de l'atelier restèrent allumées, mais quelque chose avait définitivement changé, non seulement dans l'émission, mais dans le lien entre les spectateurs et le monde qu'ils avaient autrefois tant aimé.
Le départ discret d'un seul homme avait révélé des questions plus profondes sur le contrôle créatif, l'intégrité et ce que le public valorise réellement. Et pourtant, l'histoire était loin d'être terminée. 2 routes, une quête où l'héritage démonté et remonté. Après Wheeler Dealer, Ed Sheeran ne s'évapora pas. Il reprit ses marques, mieux encore, il s'épanouit dans un espace où il pouvait enfin œuvrer à sa guise, sans contrainte d'horaire, sans coupures imposées par les sponsors, sans compromis. Il lança Garage Revival sur YouTube, puis développa sa propre série signature, Ed Sheeran's Workshop Diaries. Là, entouré d'outils et d'idées, il retrouva son rythme. Il restaura des véhicules électriques, reconstruisit des canapés motorisés et expliqua chaque boulon sans se presser. La réponse des fans fut massive. Les commentaires affluèrent, reconnaissant du retour des tutoriels détaillés. À sa 10e vidéo, Ed comptait déjà plus d'un demi-million d'abonnés. Il ne se contentait pas de créer du contenu, il lançait un message clair. La qualité avant la quantité, la profondeur avant le clinquant, la confiance avant le spectacle. Ses règles étaient simples, aucun outil montré à l'écran s'il ne figurait pas réellement dans sa caisse. Les sponsors devaient mériter leur place, pas l'acheter. Son rythme lui appartenait. Parfois il publiait chaque semaine, d'autres fois il faisait une pause pour des pièces ou un projet parallèle. Les fans ne s'en offusquaient pas, ils savaient que chaque épisode vaudrait l'attente. Pendant ce temps, Wheeler Dealer poursuivit son parcours. Anne Tansted quitta l'émission en 2020, remplacé par Mark Elvis Priestley, ancien mécanicien F1 chez McLaren, à l'humour pince sans rire et au savoir-faire affûté. L'émission retourna à ses racines britanniques avec un nouvel atelier au Royaume-Uni. Les audiences restèrent solides, mais la communauté des fans, elle, demeura divisée. Certains regrettaient toujours l'approche d'Ed, d'autres appréciaient le format plus rapide et plus léger. Mike Brewer continuait de piloter le navire, jonglant entre les exigences de la télévision et un héritage désormais long de plusieurs décennies. Mais malgré l'éloignement, les rumeurs de retrouvailles ne cessèrent jamais. 2 trajectoires, un seul héritage. En 2023, les spéculations repartirent de plus belle. Un blog laissa entendre une possible apparition en invité. Un fil Reddit s'enflamma après qu'un internaute affirma avoir vu Mike et Ed discuter à Goodwood. L'idée d'un épisode spécial pour les 20 ans de l'émission commença à circuler. Ni l'un ni l'autre ne confirma ni ne démentit les rumeurs. Interrogé, Mike esquissa son sourire habituel, ne jamais dire jamais. Lors d'un live, Ed répondit à une question d'un fan avec un clin d'œil, seulement si on montre chaque écrou et chaque boulon. Pas un oui, mais loin d'être un non. Les fans eurent enfin une lueur d'espoir. Les 2 hommes apparurent au même salon de voitures anciennes, intervenant dans des panels séparés mais partageant un moment en coulisses. Une photo circula, des sourires furent échangés, Twitter s'enflamma. Quelques semaines plus tard, Mike posta un message d'anniversaire à Ed. Celui-ci répondit par un emoji pouce levé. Pour beaucoup, c'était comme de l'huile sur un engrenage sec. Aujourd'hui, chacun poursuit son propre chemin. Ed expérimente les taxis à hydrogène et les carburants alternatifs. Mike pousse l'émission vers sa 20e saison, promettant le plus gros bénéfice jamais réalisé. Il mentionne rarement l'un l'autre en interview, mais toujours avec respect. La poignée de main n'a pas encore eu lieu, mais la porte du garage n'est pas fermée non plus. 2 styles, 2 visions, un partenariat inoubliable. Peut-être que l'avenir réservera une réunion, ou peut-être qu'elle n'est pas nécessaire. Mais leur histoire continue de rouler, portée par ceux qui les ont regardés et aimés assez pour poser les bonnes questions. Et vous, quelle version de Wheeler Dealer vous parle le plus? Êtes-vous team détail avec Ed ou team négociation avec Mike? Donnez-nous votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires méconnues de l'écran.